Bienvenue dans House of Fabric. Ce podcast animé par Alexandre Stevens et Enzo Rido est votre rendez-vous pour explorer Microsoft Fabric en toute simplicité. Avec un ton léger et accessible, ils partagent leurs idées, leurs astuces et leur passion pour la data. Le tout sous le soleil du Sud. Que vous soyez expert ou juste curieux, cet espace est fait pour apprendre, échanger et avancer ensemble, sans prise de tête. Alors, mettez-vous à l'aise, on démarre l'épisode du jour. House of Fabric, le podcast qui décrypte l'écosystème data et IA de chez Microsoft. J'ai pour habitude d'avoir reçu beaucoup de monde avec qui on a parlé de Fabric, de Power BI. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu différent, mais qui est tout autant lié que Power BI et Fabric. On va parler de bases de données, de modernisation, de comment on migre un SQL Server on-prem vers Azure, comment on peut casser un monolithe Oracle, repenser une architecture data legacy pour la rendre cloud native, par exemple, et aussi comprendre où Microsoft se positionne et s'inscrit dans tout ça. Et pour parler de ça, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Delétang, qui est comme moi aujourd'hui SE Data chez Microsoft, mais avec un peu plus d'expérience dans la maison. Comme moi, Emmanuel, il accompagne au quotidien nos clients dans cette modernisation de la data. Et vous le verrez aujourd'hui, la data, c'est pas que Power BI, pas que Fabric, c'est bien plus que ça. Et c'est surtout au fond des bases de données. Et c'est l'objectif de cet épisode, c'est justement de démystifier ces sujets-là de c'est quoi Azure SQL, c'est quoi Cosmos DB, c'est quoi Postgre, comment s'articule donc tout ça. Et on va pouvoir en parler tranquillement pendant une petite demi-heure avec Emmanuel. Manu, pour les intimes, bienvenue dans House of Fabric. Merci beaucoup de te rendre disponible et de prendre un peu de ton temps pour nous faire part de ton expertise. Manu, comment vas-tu? Et si tu peux te présenter tout de suite, tout simplement. Oui, bonjour. Emmanuel Delétang, donc comme tu l'as dit, hein, je suis comme toi, solution engineer chez Microsoft. Voilà. Alors avant d'être solution engineer, effectivement, j'ai été ce qu'on appelle global black belt, ceinture noire sur les bases de données, donc spécialiste des bases de données pour aider les SE, les SSP, donc des populations techniques, non techniques chez nous, à la fois en avant-vente, en après-vente, sur des sujets de type NoSQL, SQL, relationnel, un peu l'ensemble des bases de données, tout à fait. J'ai eu pas mal d'expérience, hein, parce que j'ai commencé à travailler il y a à peu près un peu plus de 30 ans maintenant, et toujours un peu travaillé dans le monde de la data, des Mhm. données, des bases de données, des gros projets à mon actif, sur des bases de données directement, voilà, du SQL Server et puis d'autres choses. J'ai aussi travaillé chez un éditeur de logiciel qui s'appelait MongoDB. Voilà, j'ai aussi travaillé chez AWS sur les bases de données. Donc je connais bien tout l'écosystème des bases de données. Trop bien. Merci beaucoup, Manu. Et c'est aussi je trouve le grand intérêt de cet épisode aujourd'hui, c'est que autant Manu a une forte expertise sur la partie base de données chez Microsoft, que moi j'ai un peu moins par mon expertise autour de Fabric, et j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir loupé quelque part, tu sais, un peu des compétences, tu vois. J'ai toujours loupé un peu ce coche de aller monter en compétence sur les bases de données. Et j'étais super ravi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast parce que je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là aussi d'être focus, tu vois, data analytique. Et comme j'aime le dire à chaque fois, en fait, Fabric et Power BI ne fait que consommer de la donnée. Alors maintenant, Fabric va plus loin quand même, hein, mais on fait que consommer de la donnée. Et cette donnée-là, elle est stockée quelque part. Et ces bases, justement, qui les stockent, elles évoluent très vite, très très vite. Et moi, Manu, je voulais commencer par une simple question, et ça va être des questions très simples. Justement, l'objectif, c'est vraiment de vulgariser. Euh, je pense que tu seras d'accord avec moi. On parle aujourd'hui très souvent de moderniser ces bases de données, justement. Tu vois, on parle de modernisation de bases de données. Les DSI en parlent beaucoup, les CTO en parlent aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'ils attendent, tu vois, dans cette notion-là de modernisation? C'est quoi, en fait, les signaux aujourd'hui qui ont poussé l'entreprise à moderniser ses bases? Est-ce que c'est pour des questions de support, de coût, de performance, les sujets d'IA, tu vois, typiquement? C'est quoi aujourd'hui qui pousse un SI à moderniser ces bases de données-là? Qu'est-ce que ça implique derrière? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, quand on parle de modernisation de base de données, c'est vraiment deux axes. Ce qu'il faut un petit peu voir, c'est qu'effectivement, enfin, l'analytique se sert des bases de données. C'est-à-dire que dans Fabric, on fait du mirroring et on a des bases. Et l'idée de l'analytique, c'est d'intégrer différentes sources de données. Mmh. Une base, on va être plus sur un système opérationnel, un site web, un site marchand. Mmh. Si on prend le panier
d'Amazon ou un panier dans un site web d'e-commerce, il est souvent stocké en base de données pour avoir cette notion de persistance qui peut être temporaire. Un catalogue produit, lui, va être beaucoup plus sur du long terme directement, voilà. Et on a effectivement une explosion des données, cette capacité, et on stocke tout un tas de données. Alors, bon, non structurées, instructurées, mais l'idée, c'est de dire: «J'ai une application qui a 10 ans, qui a 15 ans, Mmh mh. d'accord?» La moderniser, c'est lui rajouter des nouvelles fonctionnalités, comme des fonctionnalités qui vont permettre de faire de la recherche de similarité et offrir des nouvelles choses. Offrir de la recherche, pourquoi pas, je suis un site d'e-commerce et ben, je voudrais offrir, cette notion de recherche géospatiale, donne à Enzo le magasin le plus proche de chez lui, Mmh par mh. exemple, où les Mmh. articles sont vendus. Ces notions-là, ça va être un petit peu toutes ces choses-là, et puis, la dernière grande tendance, on va dire, c'est, bah, quand on interroge une base de données, quelle que soit la base de données, il faut parler un langage. Alors on parle souvent de SQL, Mmh. mais on parle aussi de langage, par exemple, pour les bases non, heu, relationnelles, NoSQL en général, chacune a son propre langage. Mongo a son propre langage, Couchbase a son propre langage, Cassandra, on parle de Cassandra QL ou ces choses-là. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qui se passe? Si toi, tu veux aller interroger une base, tu connais pas ces langages-là, alors bon, l'IA peut t'aider, mais tu vas me dire: «Tiens Emmanuel, je voudrais écrire une requête qui va aller me récupérer les, produits les plus vendus, auprès de nos 5 plus gros, clients». Et puis, bah, moi, je vais traduire ça, je vais faire un beau select et cetera. Donc aujourd'hui, ce Mmh. que les gens veulent de plus en plus, c'est dire: «Je veux donner accès aux données et au requêtage en langage naturel pour les gens de mon entreprise». Donc c'est Mmh. vraiment rajouter des fonctionnalités de similarité et cetera, mais aussi être capable de dire: «Je vais apporter la capacité à n'importe quel utilisateur de mon application d'aller interroger la base avec des questions que je n'avais pas forcément pensées». Voilà, ça Mmh c'est un mh. petit peu le premier axe, le rajout de Mmh. fonctionnalités. Le deuxième Oui axe, et c'est très intéressant, c'est de vraiment rajouter aussi une abstraction métier par-dessus la couche technique pour la rendre accessible, au final. voilà. OK. Et le deuxième axe, c'est une base de données, on a besoin de maintenance. Souvent, c'est des systèmes très critiques, tout ce qui est backup, mise en place, scalabilité. C'est, on va dire, plus la partie comment je manage mon infrastructure pour me faciliter la vie, de la rendre sécure, de la rendre en dispo, de la rendre disponible partout dans le monde avec le moins de latence possible. Donc c'est la modernisation, c'est souvent une étape juste de changement de paradigme, on va dire, Mmh mh. d'infrastructure pour, effectivement passer sur les dernières versions qui vont avoir des systèmes internes d'optimisation, de performance, qui vont avoir des capacités de détection d'alerte, et des capacités de scalabilité beaucoup plus importantes. ChatGPT, quand on lance un ChatGPT et qu'on passe de 0, enfin je sais pas, de 1000 clients à 1 million de clients en une semaine, il faut être capable d'absorber cette charge. Il Mmh faut mh. être capable d'avoir derrière une base de données qui va être capable de répondre. Mmh mh. Si, je ne sais pas si on se rappelle, mais quand, notre président de la République avait dit, pour prendre rendez-vous pour vous faire vacciner, allez sur Doctolib, et ben, le site Doctolib affichait très rapidement, hein, «Nous allons revenir vers vous, nous ne sommes pas en capacité de répondre à votre demande actuellement». Mmh mh. Ou, quand il y a, des demandes de places de concert, sur des gens avec, beaucoup de bon, des fameux artistes, hein, où on recherche beaucoup de choses, on peut être ce qu'on appelle mis en liste d'attente, mais Mmh souvent mh. c'est la base de données derrière qui n'arrive pas à fournir autant de traitements que possible. Donc Mmh mh. aujourd'hui, la modernisation, c'est dire: «Bah, j'ai un existant, cet existant, je veux être capable qu'il me fournisse tel niveau de performance par des mises à jour effectivement des nouveaux moteurs, mais aussi par un changement, ou une mise en place, par exemple, en passant d'une version on-premise vers du cloud qui va offrir de la scalabilité ou ces choses-là, ou ces notions-là. Mmh mh. Bah, c'est hyper intéressant parce que tu as évoqué plein de sujets et je pense que volontairement aussi tu l'as pas fait, mais tu as très peu parlé de, tu vois, de la vague, Gen AI ou de la vague, AI au global et tu vois, voilà, la question que j'ai envie de te poser, mais j'ai un peu la réponse, mais est-ce que tu penses que beaucoup de clients aujourd'hui réalisent que leurs données et donc leurs bases aussi, elles ne sont pas AI ready, justement? Alors, pour qu'une enfin, quand je parle de recherche, par exemple, de similarité, Mmh, c'est la mise en place effectivement de la mmh, GenAI et de ouais, l'IA au niveau de la base,
ou de parler en langage naturel, c'est la mise en place souvent de ce qu'on appelle un serveur MCP, donc Mmh un mh. serveur qui va récupérer la demande en langage naturel, la traduire en requête SQL pour l'exécuter. Donc c'est la mise en place de l'AI. Alors effectivement, aujourd'hui, si on prend le portfolio des bases Microsoft, que ça soit nos bases relationnelles, que ce soit nos bases NoSQL, on a cette capacité à, stocker de la manière, de la donnée sous manière vectorielle et donc être capable effectivement de Mmh. faire de l'AI, de faire de la recherche de vecteurs, de similarité et de combiner de la recherche full text et de la recherche vectorielle et de faire ce qu'on appelle de l'hybrid search. Donc on a cette capacité. C'est il y a pas très longtemps, c'est-à-dire que ça date pour SQL de SQL 2015, ça date de OK. Postgres depuis la version, 17 et l'intégration des vecteurs. Pareil pour, Cosmos, ça date de il y a, 3 ans maintenant, mais Oui. si on se retourne 3 ans en arrière, on n'avait pas ces capacités-là, on n'avait pas ces Mmh mh. possibilités-là, d'accord? Et donc alors aujourd'hui, on a ces possibilités-là avec en plus, ce qui est très intéressant, c'est la rajout d'algorithmes plus performants, que d'autres algorithmes du marché qui sont mis en place dans ces bases. La capacité aussi à se dire, bah, un peu comme l'analytique, hein. Dans l'analytique, il y a une époque, quand on faisait de l'analytique, on prenait ce qu'on avait dans la base de données, on fabriquait un ELT, ETL, hein, mais on prenait de la donnée, on la dupliquait quelque part, Mmh. on la mettait ailleurs en la transformant éventuellement pour ensuite faire l'analytique dessus. Bah, quand on voulait faire ces recherches-là, on prenait la donnée qui était dans ma base, on la dupliquait dans un autre moteur qui fournissait effectivement les vecteurs pour pouvoir faire Mmh. ces recherches-là. Là, l'idée, c'est de dire: «Monsieur, vous avez dans votre base des existants, rajoutons juste ces fonctionnalités-là, activons-les, Mmh. rajoutons-les, sans avoir à besoin effectivement de déplacer votre donnée. Comme aujourd'hui dans Fabric, on fait du Mmh. mirroring directement, pour s'offrir ça et on Mmh. n'a pas besoin de faire cette partie, je prends, je transforme, je mets ailleurs, qui est lourd, qu'il faut maintenir, qui est compliqué. Là, l'idée, c'est de dire: «J'ai déjà toute cette notion-là dans ma base et j'ai les fonctionnalités pour pouvoir effectuer cela» Mmh. et Et ça, ça, on a pour bien comprendre, c'est des fonctionnalités qui sont déjà embarquées, on est d'accord? aujourd'hui, Dans effectivement, dans un Postgres, dans un Cosmos, dans un Azure Document DB ou dans un SQL, elles sont toutes embarquées. mmh. Après, si on prend par exemple certains moteurs du marché qui, ne sont pas forcément open source, qui appartiennent à des gens, Mmh. certains moteurs du marché n'ont pas intégré les vecteurs. Si on prend un OK. MySQL qui Mmh appartient à Oracle, Oracle a décidé dans le moteur MySQL de pas mettre de vecteurs. mh. Mmh. Donc on n'est pas capable effectivement d'utiliser MySQL pour faire de la recherche de similarité. Mmh. Voilà. OK, trop intéressant. Et peut-être pour, celles et ceux qui nous écoutent, Manu, hem, si tu devais expliquer simplement à quelqu'un qui n'y connaît rien, la différence quand on parle de SQL et de NoSQL, notamment? Tout à fait. Alors c'est un peu, une notion historique qui est Mmh importante à mh. comprendre. C'est-à-dire que l'idée d'un moteur, relationnel, c'est né avec Oracle, SQL à ces époques et c'est né dans les années, 70-80. À l'époque, qu'est-ce qui coûtait très cher? C'était, stocker l'information. D'accord? Mmh. Le disque, c'est ce qui coûtait très cher Tout à et fait. l'idée, c'était de dire: «Bah, j'ai une application finalement qui va stocker tout un tas d'informations et le but, c'est de ne pas dupliquer l'information et de stocker mon information sans la dupliquer, en ayant des clés, entre les tables, mais je vais avoir une table adresse, qui va, pourquoi pas avoir, une sous-table ville, enfin on peut imaginer un modèle comme ça, mais une table adresse et je n'aurai Paris qu'une fois, finalement, comme ville, je n'aurai que Marseille qu'une fois, Aix-en-Provence Mmh qu'une mh. fois et puis je vais mettre des jointures entre tout pour vraiment minimiser le stockage de ces choses-là et puis, bah, les bases ont évolué, avec cette mise en place. La manière de capable de scaler ces bases-là, c'était effectivement ce qu'on appelle un scaling, vertical. C'est-à-dire, fallait que j'augmente ma CPU, ma mémoire, ma taille de Mmh. disque et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, bah, multiplier par 2 la puissance, c'était pas multiplier par 2 le prix, c'était Mmh. multiplier par 10 le prix. Mmh. D'accord? Donc passer, doubler ma mémoire, doubler ma CPU, je doublais pas le prix, je multipliais par 10
Et dans les années, début 90, on a eu de plus en plus de données. L'arrivée des réseaux sociaux comme Facebook, comme ça, avait besoin de stocker énormément, énormément de données. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toutes ces informations-là, elles étaient ou elles échangeaient d'un point de vue, on va dire programmation en des objets entre eux. Donc Mmh les mh. objets étaient échangés entre les applications en JSON. Mmh mh. Et alors, en gros, pour mettre ça dans une base relationnelle, il faut que je prenne mon JSON, que je le transforme en données relationnelles pour le stocker. Et quand je lisais mes données, je faisais une requête qui envoyait un résultat qu'il fallait que je transforme en JSON. Ouais, les Et donc allers-retours infinis, quoi. voilà, et Mmh. puis, des échanges et cetera. Et puis deuxièmement, des choses peut-être un peu moins adaptées en termes de performance. C'est-à-dire que pour afficher une page, il fallait que j'aille requêter à plein d'endroits dans ma base avec des jointures, des Mmh requêtes mh. compliquées. Dès que j'avais une modification, ça pouvait devenir compliqué. Donc faire évoluer, rajouter une nouvelle fonctionnalité comme des réseaux sociaux, des applications aujourd'hui, ça rajoute des fonctionnalités quasi toutes les heures, toutes les minutes, Mmh être mh. capable de les réaliser. Donc s'il faut changer mon schéma, le remettre en place et cetera, c'est des opérations longues directement. Et donc là, il y a des gens qui se sont dit: «Mais on va stocker d'une manière un peu différente», parce que finalement, dans les années 90, le stockage ne coûtait quasi plus rien. Mmh mh. Et comment je pourrais faire pour avoir un scaling pas verticale, mais horizontale? C'est-à-dire qu'être capable de dire: finalement, je vais faire ce qu'on appelle du commodity server. C'est quoi? OK. C'est-à-dire, je vais avoir un serveur et je vais mettre un deuxième serveur à côté, et puis je vais dire: une partie de mon stockage, par exemple, je veux répondre à une application qui va répondre en France et en Allemagne, et je vais mettre tous les gens Allemagne sur un serveur Allemagne, tous les gens France sur un serveur France. Si demain je rajoute UK, je rajoute tous les gens sur un serveur UK. Mmh mh. Et finalement, ils vont peut-être dupliquer des données, mais c'est pas grave. OK. Et finalement, je vais avoir un coût qui va se lisser et un coût qui est prédictible, parce que je vais pas faire x10, mais je rajoute la même machine, c'est x2, x3, Mmh. Mmh x4, mh. et je vais distribuer quelque part mes traitements, faire une notion de ce qu'on appelle le sharding. Mmh mh. Et ça, donc ça, c'est apparu dans les années 90 avec le NoSQL. Après, dans le NoSQL, il y a des sous-familles Oui. qu'il faut bien comprendre avec, la première chose, la première manière, on va dire, de stocker l'information, c'est de dire ce qui se rapproche le plus des bases relationnelles, c'est le mettre en forme de colonne, mais éviter qu'on stocke toutes les colonnes s'il n'y a pas de données dedans pour que ça prenne Mmh moins mh. de place, et cetera, que ça aille plus vite. Et c'est là qu'est né Cassandra, qui existe toujours, qui est un très Mmh bon mh. produit, qui est vraiment dédié à des informations où on va écrire beaucoup d'informations, pas forcément en lire beaucoup, Mmh mh. directement. Et puis après est apparu plus les moteurs, ce qu'on appelle documentaires, comme Couchbase, Mmh. Mongo, Mmh mh. Cosmos DB, Mmh qui mh. vont dire: voilà, on va stocker du JSON, avec des capacités. Et par exemple, peu de monde le sait, mais la base Cosmos DB, elle a été créée pour stocker tous les paramétrages du portail Azure et pour supporter l'application web au portal Azure. Et donc quand j'ai une nouvelle région qui apparaît, j'ai forcément le service Cosmos DB qui est mis à disposition, puisque Mmh mh. le portail Azure pour cette région en a besoin. Et le OK. paramétrage, tous les paramétrages qu'on met dans nos souscriptions, et cetera, nos services, sont stockés dans des bases Cosmos DB. Et Mmh c'est mh. stocké en format JSON à l'intérieur. Ça peut être répliqué globalement worldwide. Et c'est cette idée-là aussi de dire: «Je vais avoir cette scalabilité, cette distribution qui peut être globale, donc je vais pouvoir avoir à la fois mon application en Europe, aux US, en Asie». Je vais être capable d'écrire au plus près, donc de réduire les latences au niveau des choses. Si on parle d'Amazon, par exemple, ils ont créé DynamoDB qui fait ça, Mmh mh. d'accord? Pour être capable de répondre à cette scalabilité à moindre coût. Mmh. Alors après, on va faire du clé-valeur, par exemple aussi, ou du document. Alors document, on peut faire du clé-valeur, mais voilà, clé-valeur, c'est typiquement un panier d'un site marchand. Tout simplement, on va avoir une clé qui va être soit mon email, un ID, utilisateur, et puis on va stocker, des informations on va systématiquement les requêter par la clé. Mmh Donc mh. par soit l'email de la personne et dire: «Ah tiens, Emmanuel, il a commandé un maillot de rugby, de l'équipe de France. Ah tiens, Mmh Emmanuel, mh. à telle date». Et quand la personne se délogue, mais elle revient, elle récupère son panier existant, par exemple. Ça, c'est assez OK. classique comme fonctionnalité. L'autre chose, c'est qu'effectivement, souvent ces bases ont été utilisées du coup pour développer des sites web, pour beaucoup de ces choses-là, et on a rajouté des fonctionnalités
d'analyse ou de capacité et souvent on est capable d'avoir des modèles non structurés, des pétaoctets de données, hein, dans certaines bases, Mmh mh. ça peut être, important, et souvent, c'est très orienté sur une fonctionnalité. Je fais, Ouais. une fonctionnalité de supervision d'aliments, enfin d'IoT par exemple, typiquement, bah, ça va en temps réel avec des capacités effectivement de déclencher des événements, notion de trigger ou ces choses-là, on a dans ces bases de données-là, qui permettent de stocker des volumes d'informations assez importantes directement et à moindre coût par rapport à du relationnel. Mmh mh. Alors après, il y a un désavantage, c'est qu'il y a pas d'intégrité référentielle, par exemple. Voilà, bien sûr. Oui, donc c'est souvent un mix des 2 au final. Voilà, Mmh. et on va dire qu'aujourd'hui, bah, comment choisir une base de données? C'est souvent la grande question qu'on a. Mmh mh. Il y a 2 principes de base, c'est est-ce que la base de données répond à votre besoin? Et puis deuxièmement, donc est-ce qu'elle répond à votre besoin? C'est dans votre besoin, est-ce que vous avez une intégrité référentielle? Si oui, bah, ça veut dire que c'est une base relationnelle. Mmh Est-ce mh. que dans votre besoin, vous avez plutôt, pas besoin d'intégrité référentielle? On partira plutôt sur du NoSQL, Mmh. directement. Et puis l'autre Oui, chose, puis mais c'est comme tu disais, si tu as besoin juste de beaucoup écrire et pas beaucoup lire, tu peux aussi t'orienter vers des solutions qui permettent justement de ce type de sujet-là, donc voilà. Et puis l'autre chose, c'est, quelle est votre connaissance? Puisque appréhender une nouvelle technologie demande un peu de temps, du paramétrage, des fonctionnalités, il faut bien comprendre qu'une base Mongo Document, c'est différent, qu'une base, Cosmos DB, c'est différent d'un Document DB sur la manière de facturation, sur la manière de stocker les données, sur les optimisations ou du Codebase. Donc mmh mh. voilà, donc il y a une phase aussi d'apprentissage, de connaissance de la techno qu'il faut pas négliger. Mmh Heu, mh. voilà, c'est assez classique, cette mise en place. Mais aujourd'hui, disons que tout, par rapport à un existant actuel, je peux l'enrichir, que ce soit un Mmh Postgres, mh. que ce soit un SQL, que ce soit un Cosmos, un DocumentDB, avec les fonctionnalités d'intégration de l'IA et cette capacité à rajouter des vecteurs pour faire de la recherche de similarité, d'avoir des performances le plus affectées possible et de rajouter cette capacité à requêter en langage naturel. Mmh mh. OK, super intéressant et moi j'ai, une question, tu m'as beaucoup coupé l'herbe sous le pied avec, il y a pas de bonne manière de choisir son enfin si, il y a des bonnes manières justement de choisir sa bonne solution, parce qu'on a plein de solutions nous chez Microsoft, hein. On l'a évoqué, Postgre, Cosmo, on a des SQL Server, classiques qu'on connaît toutes et tous et on a du Fabric en plus qui vient se rajouter à tout ça et justement, quels sont les pièges, toi, Manu, que tu conseillerais d'éviter ou du moins d'appréhender vraiment sur cette modernisation-là? Parce que c'est comme de partout, à l'ère de l'IA, tout le monde veut aller faire de l'IA, donc tout le monde prend le dernier, LLM, en vogue et ou le dernier outil en vogue et se rend compte après, 1 an après qu'ils ont pris un fusil pour tuer une mouche. Toi, c'est quoi les conseils justement que tu te donnerais pour appréhender un projet de modernisation slash de migration? Ce qui dit moderniser dit aussi parfois migration pour, heu, pour les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est 2 choses très différentes. La modernisation et la migration. Parce que la migration, souvent, si je vais migrer d'un type de moteur vers un autre ou d'une version on-premise vers du cloud, mais finalement, ça va me permettre de rajouter, effectivement, par exemple, j'ai un SQL, 2016 on-premise, je vais le moderniser et le migrer. C'est-à-dire, je vais le migrer vers un SQL Cloud qui va me permettre de le moderniser, puisqu'il va me permettre de rajouter Mmh mh. cette notion de vecteur par rapport à mes données existantes, donc de Mmh mh. vectorisation, de recherche de similarité, donc de rajouter à mon application des fonctionnalités. La chose surtout, c'est de dire ce que je dis toujours, c'est éviter le buzz. C'est-à-dire que souvent on dit, comme tu le dis, «Ah, tiens, le dernier LLM, je pars là-dessus». «Ah, il y a une nouvelle base de données, vectorielle qui vient de sortir, je pars dessus». Puis finalement, on Mmh. s'aperçoit que ah mais, il y a pas de fonctionnalité de sécurité. Ah mais finalement, il y a pas de fonctionnalité d'encryption, de sécurité. Ah mais finalement, je peux pas la mettre multi-région, elle est scalable, mais elle est limitée et cetera. Donc la 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 nouveauté peut être bien, hein, et apporter des fonctionnalités, mais se dire, «Est-ce que j'ai quel type vraiment de base j'ai besoin?» En ce moment, il Mmh y a mh. beaucoup de gens qui disent: «Je veux faire du graphe, je veux faire du graphe, je veux faire du graphe». Mmh mh.
Un jour, on Le m'a graphe, dit si tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent alors pas, le graphe? une base de données graphe, ce qu'on appelle en général, c'est ce qu'on appelle une base qui va pas stocker des objets techniques, mais des objets de type fonctionnel. Donc par exemple, on va dire dans ma base, je vais stocker des personnes. Donc je vais stocker une personne Mmh. qui s'appelle Emmanuel, je vais stocker une personne qui s'appelle Enzo et puis je vais les relier entre elles par des fonctionnalités métiers avec des paramètres. Donc par exemple, je vais dire: «Emmanuel, Enzo travaillent chez Microsoft». Mmh mh. Je vais dire et je vais avoir Emmanuel, je vais le relier à un autre objet, par exemple, qui va être rien à voir avec, une personne, mais qui va être, par exemple, un sport. Je vais dire: «Tiens, rugby» et puis, bah, du coup, je vais faire ce qu'on appelle des capacités ou je vais offrir avec ces bases-là, par exemple, typiquement, des capacités à faire des suggestions. À dire: «Bah, tiens, Enzo travaille avec Emmanuel. Emmanuel aime le rugby, pourquoi pas proposer à Enzo de faire du rugby? Voilà, tu Mmh vois? mh. Enfin, c'était typiquement, c'était un peu pour Oui, schématiser, mais c'est classique, mais bien sûr, mais c'est ce que je voulais, donc ouais, voilà, exactement. c'est ça les bases graphes Mmh. où je vais pouvoir dire: «Bah, tiens, j'ai une ville, j'ai Paris, Lyon et puis j'ai une entre les 2 une liaison qui est une liaison en train qui met 2 heures et qui coûte 100 €, puis j'ai une liaison en voiture qui va me coûter 10 € mais qui met, 4 heures et puis, après j'ai, la liaison Lyon-Marseille et comment je peux faire aller à Paris à Marseille le plus vite? Bah, il va me définir un trajet ou comment je peux aller à Paris à Marseille le moins cher possible? Il va être capable de définir des trajets. Donc la notion de graphe peut être utilisée dans beaucoup de cas, d'usage et on a une orientation très métier et ça peut Mmh être mh. intéressant. Après ces moteurs-là, aujourd'hui le plus connu c'est Neo4j. Nous, on intègre dans Postgres une extension qui permet de faire du graphe, qui est très, très intéressante et qui permet de faire plein de choses. Mais je me souviens chez un client où, j'arrive, on me dit: «On a une base, on qui nous coûte un petit peu cher», parce que les bases graphes peuvent être parfois un Mmh petit mh. peu, enfin, peut avoir des coûts, assez élevés. On voudrait, migrer vers, une technologie de graphe autre et cetera. OK, mais c'est quoi votre besoin fonctionnel? Ah, d'accord, vous avez en gros, une personne et puis, elle est reliée à une information A, elle est reliée à une information B, elle est reliée à une information C, mais il y a pas de récursivité, il y a pas de et vous faites des recherches, enfin, c'est juste de la validation. Finalement, une base relationnelle fonctionne très bien ou simplement une Mmh base mh. NoSQL avec un JSON fonctionne très bien aussi Mmh mh. et ça vous coûtera beaucoup moins cher et ça sera beaucoup plus efficace. Ah Complètement. oui, effectivement, voilà. Mais oui. C'est un peu ça des fois le problème, c'est j'utilise quelque chose parce que j'en ai entendu parler et Oui, que c'est à la c'est un mode. buzzword et c'est à la mode et je veux le faire aussi. Voilà, il faut tout faire en tel langage parce que c'est le nouveau à la mode et Mmh. puis, finalement: «Ah mais il est pas typé, ça pose plein de problèmes» ou Mmh voilà, mh. fortement typé, puis je vais mettre 2 fois plus longtemps. Donc ça, c'est la première chose, c'est ne pas écouter le buzzword du moment et se dire: «Soyons pragmatiques, quel est mon besoin? Est-ce que mon besoin, il est, i enfin, si c'est une migration, bah, souvent, on va dire: «J'ai un Postgres, bah, j'ai un Postgres qui me permet de migrer dans le cloud. J'ai du SQL Server, j'ai du SQL Server. Mmh mh. Et du NoSQL, bah, j'ai soit du Cosmos, soit du DocumentDB. Je viens de Mongo, je vais migrer vers DocumentDB. Je viens d'un Couchbase, je vais plutôt migrer vers un Cosmos NoSQL. J'ai du Cassandra, j'ai un Cassandra Managed Instance, voilà, qui va me permettre de manager tout ça. Et toutes ces bases-là, ça c'est la partie migration. Après, effectivement, sur la migration, par exemple, souvent des gens nous disent, Oracle, c'est très bien, ça fonctionne très bien, ça nous coûte cher. Ce qui se rapproche le plus des bases par Oracle, ça reste des bases relationnelles, Mmh d'accord? mh. Il y a dans une base relationnelle, donc aujourd'hui, nous, on a des outils pour migrer vers du SQL ou migrer vers du Postgres, ce qui se fait de plus en plus que même d'autres, hyperscalers proposent ces migrations vers du Postgres, parce que c'est beaucoup plus proche, on va dire, en termes de base, en termes de langage d'écriture. Aujourd'hui, avec l'AI, on a des outils qui nous permettent Évidemment. Mmh mh. de migrer même le code Mmh qui est mh. Oracle dans des packages Oracle, ce qu'on appelle. Donc c'est assez intéressant. Et effectivement, alors, il y a maintenant même des nouveaux outils qui te disent, «Je peux migrer d'une base relationnelle à une base NoSQL». Mais est-ce que ton besoin fonctionnel est plus adapté à une base NoSQL? Ça, c'est Mmh mh. vraiment la question à se poser. D'accord? Si j'ai un CRM métier, je pense pas qu'un NoSQL, alors tout le monde, tous les vendeurs de NoSQL vont vous dire: «Ah oui, non, mais on peut le faire avec du NoSQL». Oui, Mmh. on peut le faire très bien aussi avec du relationnel et ça marche très bien.
et ce Mmh serait mh. peut-être beaucoup plus adapté avec cette notion notamment de référence d'intégrité, de cascading delete. Ah, on peut le faire, oui, on peut le faire, mais ça me coûte combien en plus de le faire avec la mauvaise technologie? Après si j'ai, un site Ça, web, c'est très vrai ce que tu dis et comment est-ce que ça coûtait plus cher de faire avec la mauvaise technologie? C'est très vrai et c'est applicable à tous les domaines de l'informatique, en fait, hein, et tout part à chaque fois du besoin métier de qu'est-ce qu'on veut en faire, voilà. ni Moi plus ni je moins. il y a quelques années, je me rappelle, il y avait une architecte chez nous, qui a assisté à des sessions sur les bases de données. Elle ne connaissait pas Blaze Formé, à notre événement interne. Et alors, elle avait été à une session Postgres, une session SQL, une session Cosmos. Et c'était marrant parce qu'en gros, il y avait, les trois disaient, vous pouvez utiliser notre base pour faire ceci. Mmh. Et alors, elle me connaissait un peu, elle est venue, elle me dit: «Beh, oui, mais ça on peut le faire, mais c'est pas forcément utilisé». Je dis: «Ah oui, je suis d'accord, mais seulement chacun essaye de vendre son produit, hein, Bah, et oui. je peux tout faire avec une base Oracle, je suis Mmh mh. d'accord. Je Ah peux oui. tout faire avec une base Postgres, je suis d'accord. Mmh Je peux mh. tout faire avec un Cosmos, mais quand il est le plus adapté?» C'est là la plus grosse question. Et après, Mmh. enfin, il y a pas Comme nous, on pourrait dire: «Tu peux tout faire avec Excel et tu fais jamais de Power BI», par exemple, tu vois? C'est voilà, voilà. voilà, Mmh. voilà, tout Mais à après en fait. termes de sécurité, de coût, de maintenance, de scalabilité, à tes risques et périls. Tout à fait. Ça, c'est l'important, et cette notion-là, voilà. Après, c'est, heu, l'autre partie, c'est, OK, je pars sur quelque chose de nouveau, faut que je monte en compétence dessus, faut que j'ai des gens, et finalement, aujourd'hui, bah, trouver, oui, enfin, il y a aussi le coût des personnes, par exemple, hein, Mmh sur mh. les technologies rares, le coût d'une personne est beaucoup plus élevé, que sur une technologie qui est, très connue, ou qui est utilisée ou enseignée. Par exemple, aujourd'hui, en Postgres, c'est enseigné dans les écoles, les gens quand ils sortent, ils le connaissent. Alors c'est vrai qu'en plus avec l'IA maintenant aujourd'hui, développer avec une base, c'est assez simple finalement parce que l'IA permet, mais plus la base est connue, par exemple, si on prend du Cosmos, du SQL ou du Postgres, avec les agents dans les outils de développement qui ont été développés par les équipes produits, heu, bah, voilà, j'ai une requête, elle est un peu lente, optimise-moi là, il la réécrit Mmh mh. directement. Donc ça aujourd'hui, on a plus ça. Alors les clients font pas encore forcément beaucoup, mais c'est quelque chose vraiment qu'on peut faire, et puis même en amont, en avance de phase, l'IA va me permettre d'intégrer, Complètement. détecter des optimisations dans mes bases. Mmh. Pour de la performance, pour aussi, par exemple, souvent, ce qui est important de bien comprendre, c'est que même si effectivement le stockage ne coûte plus grand chose, on va dire, alors ça coûte plus forcément grand-chose en termes de coût, hein, que je stocke 1 téra ou un disque d'1 téra ou un disque de 512, il y a pas forcément beaucoup de différence. Par contre, si j'ai 1 téra dans une base et que je fais des recherches, ça peut me coûter beaucoup plus cher que si je n'ai Exactement. que le Mmh. 512. Et finalement, mettre le bon type sur, ce que je stocke est relativement important. Parce qu'effectivement, pour pas m'embêter, bah, je mets tout à une varchar, hein, et puis je stocke tout, comme ça je accepte n'importe quel caractère. Mais derrière, ça peut avoir des problèmes de performance, ça peut entraîner d'autres soucis. Et aujourd'hui, les outils d'IA commencent à détecter ça en disant: «Attends, je comprends pas, là, tu as mis tel type, alors c'est j'analyse tes data, c'est que des entiers, C'est incohérent. Mmh mh. voilà, c'est Mmh. incohérent, et réduis ça de manière à optimiser tes performances juste en changeant deux trois petites choses dans les structures». Et ça, ça fait partie aussi pour moi de la modernisation, c'est-à-dire que Complètement en phase. récupérer des choses pas forcément très bien faites à la base et les réoptimiser pour les rendre plus performantes. Carrément d'accord. Bah, écoute Manu, on arrive à la fin de l'épisode. 35 minutes, ça dépasse toujours un peu à chaque fois parce que c'est toujours intéressant dès que je prends des gens qui me parlent de jeux techniques, moi ça me plaît. Manu, est-ce que tu as un dernier sujet évoqué? Peut-être moi j'aime bien finir avec, la tendance du moment. C'est voilà, tu as parlé de graphes, mais est-ce que toi tu décèles une tendance actuelle autour des bases de données, des choses qui évoluent? C'est quoi un peu là ta vision sur, voilà, c'est quoi Bah, le futur? ouais, la tendance actuelle, hein, c'est vraiment de dire: «Aujourd'hui, j'ai besoin de rajouter tout ce qui est vecteur et recherche de similarité», Mmh d'accord? mh. Et il y avait aussi d'autres buzzwords qui sont les bases vectorielles. Bah, aujourd'hui, pourquoi prendre une base vectorielle à côté alors que j'ai des données opérationnelles dans une base et je peux rajouter tout simplement cette notion de vecteur, Mmh mh. et qui est en plus enterprise ready, on va dire. Ma base, elle a toutes les fonctionnalités d'entreprise. Ça, c'est la première vraiment, grosse tendance où on dit ça. Et l'autre chose, c'est, et c'est là aussi l'intérêt des bases, Microsoft, c'est de dire: «Je veux du vectoriel, je veux du temps réel, je veux ça, et je veux rajouter au-dessus ou être capable de plugger de l'analytics très simplement». Mmh mh.
et donc, bah, aujourd'hui, toutes nos bases, on peut faire du mirroring. Mmh mh. J'ai un Cosmos DB, je fais du mirroring dans Fabric. J'ai du Document DB, je fais du mirroring. J'ai du Postgres, je fais du mirroring. J'ai du SQL, je fais du mirroring. Et Mmh donc mh. finalement, j'ai pas besoin de déplacer mes données pour rajouter cette couche d'analytics qui va me permettre de mieux comprendre. Donc je peux avoir à la fois le temps d'analyse et à la fois le temps réel qui va être dans la base le plus opérationnel Mmh mh. et avoir tout le monde. Et ça, on le demande de plus en plus effectivement directement. Yes. Bah, écoute et je pense que pour que ce soit plus digeste, on fera un deuxième épisode sur, les différentes bases qu'on a dans Fabric justement. Tu vois? Ça peut être intéressant parce qu'on mélange souvent OLTP, analytique, on mélange plein de choses et l'unification des workloads dans Fabric pousse parfois un peu, à mécomprendre ce que vraiment peut faire la plateforme et il y a plein de sujets évoqués par rapport à tout ce que tu as dit donc ça fait déjà une bonne introduction. Donc écoute Manu, merci beaucoup pour ton temps, merci pour toutes ces infos, c'était génial et je mettrai ton LinkedIn aussi en commentaire pour qu'on puisse aller te suivre et voir un peu, tes exploits. Pas de souci, merci à toi. Mer Merci Manu, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de House of Fabric. On espère que vous avez passé un beau moment parmi nous. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pourquoi pas ne pas le partager avec vos collègues, vos amis ou même votre belle-mère. Qui sait, elle pourrait devenir une experte en fabrique elle aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. A bientôt sous le soleil de House of Fabric.